Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur un nouvel épisode de 1 pixel près où nous retrouvons Geoffroy et Nicolas de Novabox qui cette fois vont nous parler de la construction de narration interactive dans le jeu vidéo. On n'est pas du tout sur simplement des livres dont vous êtes le héros, il va falloir penser l'architecture, il va falloir penser la narration. Et pour le coup, on a discuté de Along the Edge, qui était un jeu qu'ils ont sorti il y a 10 ans. Donc la question forcément se pose de leur parcours, de comment est-ce qu'ils se sont retrouvés autour de ce jeu-là, de ce qu'il y avait avant, mais aussi d'un autre jeu qui était sorti l'an dernier, à savoir End of Lines, et qui sont assez différents puisque dans le premier, c'est Geoffroy qui était le game director, donc qui décidait des lignes directrices du jeu, et dans l'autre, c'est Nicolas, puisqu'il, vous le verrez, ils alternent d'un jeu sur l'autre. Comme ça, il y a pas de jaloux. Et ce sera aussi l'intérêt de voir comment est-ce que le studio a évolué, et comment est-ce que finalement on a des studios indépendants qui s'approprient le jeu vidéo comme un moyen de narration, comme un moyen pour pouvoir raconter des histoires et les faire vivre justement à une audience d'une façon différente que ce que vous pourriez avoir dans un livre ou à la télé ou au cinéma. On découvre ça de suite. Bonsoir, je suis Geoffroy Vincent, donc je suis auteur chez Novabox. Je dis auteur parce qu'il n'y a pas vraiment de mots, dialoguiste peut-être. Je n'aime pas narrative designer parce que je fais vraiment que du dialogue. Il n'y a pas de narrative design dans nos jeux dans sa plus pure forme, parce que c'est des jeux principalement textuels. Donc voilà, je m'occupe de ça et je fais un peu de scripting pour mettre en scène les jeux. Ok, donc moi c'est Nicolas, je suis l'artiste principal sur les productions Novabox. Artiste visuel du coup, je fais les images parce qu'on a aussi des artistes toutes sortes musiciens, et Geoffroy aussi d'ailleurs, qui est l'auteur principal des jeux Novabox, donc c'est celui qui écrit tous les textes en fait. Et voilà, et c'est bien vu d'ailleurs de partager Along the Edge parce que du coup c'est le jeu le plus pertinent chronologiquement, c'est notre tout premier jeu. Incroyable. Vous, il se trouve que vous avez déjà une vraie expérience en termes de création de jeux, puisque mine de rien, vous en avez 6, si ma mémoire est bonne. Vous en avez même peut-être plus que ça, hein. Ça dépend comment on compte, mais on a 5 jeux principaux, disons. Le studio existe depuis 2007, et je vois qu'on me demande dans le chat de quand date Along the Edge. Il date de 2016 en l'occurrence, il est sorti en 2016. Ça veut dire qu'on a quelques années à rattraper parce que vous êtes situé à Bordeaux. Je vous ai connu par le studio Empreinte et par SO Games. C'est vrai que quand on a discuté, on a un petit peu... moi, je me suis rendu compte que là, vous aviez pas mal de productions qui sont très marquées graphiquement. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous raconter comment est-ce que le studio est apparu ? Habituellement, c'est moi qui le fais, donc c'est moi qui vais le faire aussi cette fois-ci. Oui. Le studio, on l'a créé, j'ai créé ça avec un associé en 2007. Au départ, j'ai un diplôme universitaire en sciences de la cognition initialement, et on se destinait pas du tout aux jeux vidéo. J'ai pas joué aux jeux en gros entre 94 et 2007 quand on a créé la société. Pour diverses raisons, j'ai été interne pendant très longtemps, ce qui fait que j'avais pas accès à une console, donc c'est quelque chose qui était pas dans ma pratique culturelle globale. Et en 2007, il se trouve que on a monté le studio, on pensait faire de la prestation sur l'intelligence artificielle, donc parce qu'on a maintenant de la vraie intelligence artificielle, de la recherche comme on faisait à l'époque. On en fait toujours, mais c'est pas le truc le plus visible actuellement. Et de l'ergonomie des interfaces, qui était plutôt ma spécialité. Et il se trouve que notre premier projet, ça a été une IA pour un jeu de poker qui s'appelait Partouche Poker Tour, qui est sorti sur PC puis DS. Et on a travaillé en sous-traitance pour un studio de jeux vidéo qui s'appelait Mad Monkey Studio, qui était un gros studio sur Bordeaux, qui a fermé malheureusement en 2011. C'est là que j'ai rencontré Nico, qui était artiste dans ce studio également. On a bossé avec eux pendant 2 ou 3 ans, on a fait quelques jeux DS en sous-traitance pour eux. Après, il y a eu les subprimes, donc il a fallu qu'on survive, on a fait de l'application iPhone. Et on a quand même ce virus du jeu vidéo, donc on s'est remis à faire des productions en auto-édition. À partir de 2012, on a sorti un jeu qui s'appelait Echoes, qui était exclusivement sur téléphone à l'époque, qui a pas du tout marché. À l'issue de cet échec, on s'est assis autour d'une table avec Nico, on s'est dit, il y a quand même un truc, on va tenter notre chance une deuxième fois. C'est là qu'on a fait Along the Edge, qui a été notre premier succès, entre guillemets, parce qu'on reste quand même très niche. Et depuis 2016, voilà, on sort un jeu tous les 2 ou 3 ans. On a fait
5 jeux principaux, je dirais. On a ressorti Echoes en 2024 et il y en a un autre qui était un jeu pour un Kickstarter de copains à nous. Selon comment on compte, on est entre 5 et 7 jeux en gros au catalogue. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et comment est-ce que vous en êtes venus à collaborer tous les deux ? Je prends un petit peu la parole pour le coup, mais je reprends ce que disait Geoffroy, c'est quand on se rencontrait, c'était sur Echoes, donc quand on a commencé à travailler ensemble avec Novavabox et sur Echoes, le premier jeu narratif qu'on a fait ensemble, qui était pour moi un projet de commande. Et effectivement, échec total, commercial, ça allait pas du tout, machin. Mais par contre, on s'est dit, il y a vraiment un truc qu'on pourrait faire dans cette veine-là, dans le jeu narratif à base de texte, où vraiment tout repose sur le texte et les images viennent là pour soutenir en fait l'avancée de l'histoire qui est drivée entièrement par le texte, quoi. Vraiment sur un mode un peu BD interactif. Donc avec dans la grande famille de la visual novel, quoi. Et c'est là qu'on a fait Along the Edge et on a commencé à faire à mettre en place un vocabulaire peut-être pas unique, mais quelque chose. Voilà, on était vraiment sur nos recherches à nous, comment on fait marcher le texte et l'image ensemble. Et on a fait à chaque projet en fait de nouvelles expérimentations, de nouveaux tests, voir comment on peut améliorer ça, avec parfois des trucs où on s'est dit ça marche pas très bien, on va refaire ça, etc. Et c'est ça un peu notre outil de travail principal, et c'est ce qui a fait qu'on a continué à expérimenter sur les différents jeux. Voilà, et c'est vraiment là-dessus qu'on est parti, et c'est grâce à Along the Edge en fait qui était surtout la pierre angulaire, en disant ok, ça marche, on fait une histoire, les gens ont de l'émotion avec. On peut continuer à faire ça, quoi. Je précise juste, après je vais laisser la parole à Geoffroy parce que je sais plus son projet, mais en fait Along the Edge c'est le premier projet qui a été écrit par Geoffroy, entièrement en fait. Avant ça on travaillait avec un auteur indépendant qui a écrit Echoes, qui a coécrit Echoes avec Geoffroy. Mais Along the Edge c'est Geoffroy qui l'a écrit de A à Z, et c'était vraiment le premier projet qu'on a fait vraiment ensemble, interne à Novavabox, quoi. D'accord. Je laisse la parole à Geoffroy. Alors, on a une spécificité chez Novavabox qu'on fait, ce qu'on a décidé très tôt de Along the Edge avec Nico, c'est qu'on allait se passer à la direction créative à tour de rôle d'un jeu sur l'autre, pour qu'on ait plus de diversité à la fois dans les productions, et aussi qu'il n'y ait pas de frustration qui s'accumule avec tout le temps quelqu'un qui fait son projet, et l'autre qui est le suiveur. Donc il se trouve qu'effectivement, Along the Edge, c'était moi qui avais la direction créative. Sur le suivant, Sears Isle, c'était Nico, puis après on a alterné comme ça, jusqu'à maintenant, un coup sur deux, il y en a un qui prend le lead. Along the Edge, c'est un projet qui est assez personnel parce que déjà, c'est la première fois que j'avais l'occasion de faire cet exercice-là en fait. Et comme je ne savais pas à l'époque si j'aurais la chance d'en faire plusieurs, j'ai tout mis dedans au maximum. Et c'est un jeu qui est arrivé. J'avais 36 ans quand j'ai commencé. J'ai pas fait d'enfant, j'en avais pas fait à l'époque, et c'est un truc qui me grattait beaucoup. Cette question de transmission, cette question de savoir ce qu'on laisse quand on n'a pas d'enfant en fait. Et du coup, ça raconte un peu ça. Ça parle aussi beaucoup de ma région d'origine, qui est la Creuse. Et donc ça se passe, c'est jamais dit que ça se passe en Creuse dans le jeu directement, mais en réalité ça se passe en Creuse, quoi. Ça se passe en Creuse, donc il y a ce côté très rural avec des croyances locales. Et voilà. Et après au niveau du thème, je voulais aborder un truc qui était vraiment de l'ordre du fantastique, un peu à la Maupassant, à la fin du 19e siècle. Edgar Allan Poe, je prétends pas être au niveau de ces auteurs-là, évidemment, c'est pas du tout le cas. Mais l'idée, c'est que on a à la fin de l'histoire, on peut toujours avoir le doute de savoir s'il y a quelque chose de surnaturel qui s'est passé ou pas. Et c'était ça un peu l'idée. Ça permet d'explorer en fait ces thèmes-là, ces thèmes de croyance et de science. On a un personnage qui au départ est scientifique et qui se retrouve confronté donc à la perte d'un enfant, une fausse couche, même assez dramatique, et qui se reconstruit. Et il y a cette histoire de croyance, et on peut décider selon les choix qu'on fait si on part du côté de la croyance ou si on reste du côté de la science en fait. Et ça permet d'avoir un panel de fins différents. Voilà, selon ce qu'on choisit, on va réussir des trucs, on va louper d'autres. On peut pas tout réussir, on peut pas tout louper. Et c'est un peu ça l'ADN de nos jeux, quoi. On fait des choix qui vont orienter le protagoniste. Ou la protagoniste, c'est souvent une protagoniste d'ailleurs, et ces choix-là vont donner des diverses possibilités de narration. C'est pas possible de perdre et d'avoir une fin anticipée. En revanche, on peut pas tout réussir non plus. Quoi qu'on fasse, il faudra faire des sacrifices, quoi. La formule des jeux qui a été mise en place avec Along the Edge, que tu vas découvrir là tout de suite, c'est que faut que tu saches quand même, c'est que il n'y a pas d'échec, c'est-à-dire que tu peux pas perdre le jeu. En fait, les choix que tu vas faire vont être conservés et vont changer la suite des événements, vont avoir un impact sur la suite de l'histoire. Ça peut être un impact très minime, ça peut être juste toute petite dérivation, mais ça va jamais mener à un échec complet de l'histoire. Ça sera toujours une hypothèse différente de narration qui va mener à une fin différente. Voilà.
Il n'y a pas ce côté line retry qu'il y a souvent dans les jeux narratifs où tu recommences la scène jusqu'à ce que tu arrives à sortir du puzzle, quoi. C'est pas du tout ça l'objet. Along the Edge est un roman graphique interactif. Au cours de votre aventure, vous serez amené à faire des choix qui détermineront la suite de votre histoire. Certains choix auront une conséquence directe, faisant bifurquer l'histoire dans une direction plutôt que dans une autre. Cependant, toutes vos décisions, même les plus anecdotiques, influeront de manière subtile sur la personnalité du personnage principal, Daphné. Lorsqu'une de vos décisions influence la personnalité de Daphné, un ou plusieurs symboles s'illuminent en haut de l'écran. L'étoile, la sphère, le soleil, la lune. Dans Along the Edge, les décisions ne sont ni bonnes ni mauvaises. Les embranchements mènent à des hypothèses de narration différentes afin de faire en sorte que cette histoire vous ressemble. Votre progression est sauvegardée automatiquement, vous ne pourrez pas modifier vos décisions. Choisissez en votre âme et conscience. Vous avez été combien sur le projet ? Alors à l'époque, c'était pas pareil. Je te laisse répondre, Geoffroy, vas-y. Pas beaucoup, je ne me rappelle plus exactement le compte précis. En l'occurrence, au dev, il y avait Ophir et Raphaël qui ont travaillé dessus. Ophir, c'est l'ancien associé de la structure qu'il a quitté en 2013. Raphaël, c'est le troisième associé. Novabox qui est dev. Au piano, on avait bossé avec un copain pianiste qui n'est pas du tout professionnel, qui nous a fait des prises de son avec un zoom et le piano. Ça a été retravaillé plus tard. Sur les jeux suivants, on travaille avec Illustration, qui est un collectif de 2 personnes qui fait de la musique. Ils sont spécialisés dans la musique et l'image. Initialement, ils ont fait une fac de cinéma, en fait, de son pour le cinéma. Donc ça se retrouve pas mal dans l'ambiance sonore, leur approche. Et au Along the Edge, en fait, quand on a fait le portage Unity des jeux, on leur a demandé de refaire toute la partie sound design. Ils ont gardé les musiques originales de Charlie, qui nous avait fait des prises de son exclusivement au piano. On a vraiment fait ça avec le coût minimum, parce que on a tout tiré. Donc voilà, on est 5 principalement sur ce jeu, quoi. Et il y a eu Rachel qui, au départ, c'était moi qui avais fait la trad anglaise. Je suis pas anglais, donc ça valait ce que ça valait. On nous a reproché que c'était pas fou. Je le comprends bien, mais je l'écris pas de manière parfaite, évidemment. Et Rachel, qui a été aussi notre traductrice de nos jeux suivants, qui elle est native, nous a refait une pièce de traduction sur Along the Edge. C'est un jeu qu'on a beaucoup maintenu dans le temps, disons. On essaye de maintenir nos jeux dans le temps le plus possible. Et on salue son travail parce qu'il était aussi impliqué que nous, je pense, artistiquement, ce qui fait que les pistes ont été gardées parce qu'elles sont super, quoi. Avec un piano tout seul, il a géré les émotions auditives du lecteur sans trop perturber la lecture, ce qui est vraiment un travail très difficile parce qu'en fait, comme c'est un jeu de lecture, il faut libérer quand même de l'attention pour qu'on puisse se concentrer sur le fait de lire sans trop tartiner des notes, en fait. Et il a réussi à faire ces trucs-là et en plus il y a vachement de dynamique dans la musique, donc c'était pour un travail comme ça au pied levé, c'était vraiment super, quoi. J'étais très content du résultat. Oui, effectivement. En tout cas, c'est vrai que pour lire avec la musique, c'est effectivement pas gênant du tout. On a quelque chose qui s'installe et qui me fait presque penser à mon expérience sur la disparition d'Ethan Carter, enfin The Vanishing of Ethan Carter, où on a quelque chose de très contemplatif et du coup on peut entre guillemets se plonger dans le jeu, dans ce qu'il essaye de nous dire et avoir la musique. J'ai pas un souvenir très précis, mais c'est doublé, non ? Il me semble que c'est doublé à la voix. Il y a un acteur. Voix. Ouais, c'est ça. Ouais. Oui, alors que là, là, c'est un acting maison. Ouais, non, mais surtout que c'est le rapport à la musique, c'est-à-dire que tu peux marier une voix off, enfin une voix d'acteur avec de la musique, tu peux faire vraiment comme au cinéma et gérer ça pour que la voix soit plus ou moins devant, plus ou moins derrière. Mais dès que c'est de la lecture, en fait, c'est le lecteur qui décide l'attention qu'il porte à la musique et donc il faut lui laisser la place de lire et de pas casser ses concentrations à ce moment-là. Donc c'est vraiment un autre travail et c'est complexe. Enfin, c'est pas les mêmes problèmes, quoi. D'autres problèmes. Ouais. Mais toujours des problèmes. Oui, c'est pas drôle. Ça fait une éternité que je l'ai pas lancé personnellement et on a un peu l'impression d'ouvrir un vieil album de photos, tu vois. Parce que ça fait tellement longtemps qu'on l'a pas lancé, c'est assez rigolo comme expérience. J'en profite pour demander l'indulgence de tous ceux qui ont créé quelque chose il y a 10 ans. Parce qu'il y a 10 ans, hein. Il y a 10 ans, ouais. Voilà, donc ça fait effectivement bizarre de le revoir et pas toujours plaisir sur pas mal d'aspects, mais bon, c'est chouette quand même d'avoir fait ça. J'aime bien parce que c'est en même temps très joli, en même temps très dur comme entre guillemets autocritique, parce qu'il y a un côté effectivement c'était à la fois il y a 10 ans et à la fois le premier entre guillemets projet Novabox purement, parce que même si c'était Icos qui était avant,
On a cru comprendre que c'était un projet qui était assez différent finalement dans sa forme. Bon, évidemment, il fait partie des jeux Novavabox, mais c'est vrai que quand vous parlez de votre premier jeu, entre guillemets, c'est plutôt celui-ci qui arrive dans les esprits, c'est ça ? Oui, clairement. C'est le premier jeu, encore une fois, écrit par Geoffroy et puis produit entièrement par Novavabox. Donc oui, c'était le premier jeu Novavabox. Enfin, j'estime en tout cas que c'est ça. Et puis surtout, c'est celui qui est sorti sur PC, Mac, etc. Alors qu'Ecos, le premier, est sorti que sur téléphone mobile. Ouais. C'est pas le même marché. Et là, on s'est vraiment inscrit dans la logique du jeu indé à ce moment-là. Donc c'est là aussi on a trouvé notre public, c'est celui le premier jeu qui a trouvé son public en fait. Mais c'est intéressant hein, de le revoir, voilà, c'était pas forcément péjoratif ce que je disais, mais c'est effectivement, tu vois les origines, donc là on était encore vraiment dans un langage très visual novel, sur la façon de présenter les choix, présenter le texte, on s'était beaucoup inspiré de ça, même si on mettait quand même beaucoup d'images, à l'époque ça se faisait pas trop ça, quand on regardait les autres visual novels, c'était souvent, il y avait assez peu d'images, et quand il y avait des séquences clés, il y avait des très belles images et il y en avait très peu. Et en fait, nous on a fait un truc un peu inverse, c'est-à-dire qu'en fait j'ai produit beaucoup d'images, de façon à avoir un rythme assez soutenu dans la façon, dans le nombre d'images à la minute si tu veux. Il va sur un peu le texte, même s'il y en a qui sont plus ou moins sketchy, plus ou moins finis, c'est pas grave, ça avance vite. Et puis il y a le système de dialogue qui permet de faire des pauses et de poser un petit peu le rythme et d'insister un peu sur les choix. Et ça c'est mis en place à ce moment-là, quoi. Ah, c'est hyper intéressant. Puis effectivement, il y a effectivement une rythmique de passage à la fois de chapitres, de scènes, de dialogues, de choix. C'est quelque chose où, entre guillemets, vous avez fait exprès ou c'est simplement en fait finalement le produit fini qui ressemble à ça parce que c'était entre guillemets le rythme inconsciemment voulu. Je sais pas trop, à vrai dire. Je pense que ça s'est fait plus ou moins naturellement. Ouais. Il se trouve qu'après, on a un peu reproduit sur les autres jeux le même rythme de chapitres. C'est tout le temps à peu près pareil. On est sur entre 5 et 8 chapitres, grosso modo, sur les jeux. C'est assez pratique pour les streamers aussi. On s'est rendu compte de ça. Parce qu'un chapitre, généralement, c'est quelque part entre 30 et 60 minutes de stream. Donc ça permet de se repérer, quoi. Sur celui-là, il n'y avait pas encore ce qu'on a fait par la suite, ce qu'on n'avait pas fait sur Long the Edge. Et ça, c'est exclusivement suite au visionnage de stream de gens qui jouaient à nos jeux. On montre le nombre de chapitres total, l'endroit où on en est dans le jeu. Parce qu'on n'a pas, contrairement à un bouquin où on voit où est-ce qu'on en est avec le numéro de page et la tranche, combien il en reste à lire ou pas. Là, on n'a aucune idée, en fait. Et je crois qu'on est à 6 ou 7 chapitres pour Long the Edge. Mais c'est vrai que les gens se rendaient pas compte d'où est-ce qu'ils en étaient dans l'histoire, en fait. Et c'est une information qui est importante aussi pour les lecteurs, quoi. Et au niveau du rythme, c'est un truc qu'on a amélioré par la suite évidemment, mais on s'est rendu compte, comme tu disais, c'était un peu après coup. C'est-à-dire que là, on a fait un peu à l'instant. On avait assez peu d'outils finalement de mise en scène. On avait le mode dialogue, le mode image avec le texte en bas, et le nombre de lignes qu'on mettait par bloc de texte. Ça, c'est hyper important parce que tu vas pouvoir hacher plus ou moins le texte. Si tu découpes une phrase une séquence en petites phrases, elle paraîtra plus longue, elle paraîtra plus tendue. Alors que si tu fais des grands paragraphes, tu vas avoir un truc qui va dérouler le temps et tu vas être plus sur un point de vue calme, tu vas explorer un petit peu le temps long, quoi. Et après, tu as le dialogue où tu es vraiment plus concentré sur le choix de ton personnage dans l'histoire et de ta relation avec la personne ou les personnes, que tu dialogues avec plusieurs personnes aussi parfois. Et ça, en fait, c'est des outils qui sont relativement minimalistes pour l'instant, mais on s'est rendu compte qu'on pouvait quand même mettre en place un rythme et une tension plus ou moins forte sur l'instant, quoi. C'est une question que forcément j'ai envie de vous poser, c'est que on a souvent ces récits qui s'appuient sur des grandes bâtisses, mais parfois ces bâtisses-là, elles s'ancrent dans quelque chose qui tient du vécu. Est-ce que justement la bâtisse qu'on voit là, c'est une bâtisse que vous avez connue, ou est-ce qu'elle est vraiment créée pour le récit ? C'est un mélange de plusieurs trucs. Moi, je fais pas mal de photos. Il se trouve que j'ai une branche de la famille qui a un château en Dordogne. J'ai pris des prises de vue dedans. Et c'était des prises de vue faites dans l'idée du jeu, ou c'est vraiment... Oui. Ok, d'accord. Oui, j'avais la chance d'y avoir accès encore à ce moment-là, facilement, donc du coup j'étais allé, j'avais profité d'avoir accès à ça pour faire des prises de vue exprès pour le jeu, effectivement. Nico a travaillé dessus. Et comme je suis un gros hipster, je les avais fait à l'argentique. histoire d'aller au bout de la démarche, quoi. Ah non, mais écoute, c'est... Quand on a un hobby comme ça, il faut le faire de la façon dont on aime le faire. Okay. J'ai arrêté avec le Covid, en fait, parce qu'il n'y avait plus trop d'occasion de prendre des photos de gens pendant longtemps, et après, ça m'est un peu passé. Ouais. Ça reviendra à un moment donné, je pense, je me remettrai à en faire, quoi. Oui, j'aime l'argentique parce que ça n'a tout le même rapport qu'au numérique, quoi. Quand tu appuies sur le bouton, tu sais que ça a tout coûté le développement à minima
pour avoir les négatifs et voir ce qu'il y a sur la péloche. Et du coup, tu réfléchis vraiment à ta prise de vue et tu prends pas des clichés à l'appel. C'est assez différent comme démarche. Et c'est un des seuls médiums en fait où tu es obligé de faire confiance à ton matériel. Tu peux pas savoir à l'avance ce qui va se passer quand tu dessines, tu vois le truc que tu fais. Quand tu fais de la musique, t'as un feedback immédiat. Là, tu prends le truc en pensant que c'est la bonne lumière avec les réglages, et tu sais que 15 jours plus tard, quand tu récupères la pellicule, si t'avais raison ou pas. C'est assez curieux, quoi, comme relation au médium, quoi. C'est marrant parce qu'il y a presque une espèce de contraste avec le jeu vidéo, où justement tu peux itérer, tu peux transformer un peu ce que tu as fait, tu peux patcher, etc. Alors que là, c'est quelque chose d'impossible. Est-ce qu'il y a, comment dire, une volonté un peu de compléter ces façons-là de s'exprimer, l'une en argentique où justement, comme tu disais, tu as le délai et d'un coup c'est figé, et l'autre où justement il y a une idée de progression, d'évolution, ou est-ce que c'est vraiment pas pensé comme ça, c'est-à-dire que c'est vraiment l'amour de la photo et il se trouve que c'est un argentique? Oui, enfin, moi, j'ai touché à peu près à tout, tu vois, enfin, au niveau artistique, donc à un moment donné, la photo m'intéressait. Après, le jeu vidéo, enfin, la façon dont on le fait, nous, est assez proche de ça, finalement, parce que le texte, je vais l'écrire des fois des mois avant que Nico fasse les images qui vont avec et qu'on le monte et qu'on le voit dans le jeu, quoi, finalement. Donc, t'as cette espèce de délai aussi qui existe. Et pour compléter, la photo argentique, c'est ça aussi, parce que tu vas avoir toute la phase de tirage sur laquelle tu peux intervenir, et tu peux corriger, recorriger, découvrir des trucs par accident qui sont super, que tu t'attendais pas. Donc t'as un côté un peu à la fois magique et en même temps de travail. En fait, tu reviens continuel. Tu peux refaire plusieurs fois le tirage de la même pellicule, quoi. Tu peux vraiment changer la façon dont tu vas l'exposer. Donc il y a vraiment, ouais, c'est un truc qui peut être aussi assez proche de la façon dont on fonctionne finalement. En tout cas, moi je sais que j'avais des images incroyables sur lesquelles travailler, qui étaient super riches, avec Geoffroy qui avait déjà fait des choix artistiques très forts dessus, avec des contrastes parfois complètement pétés, mais très chouettes. Et j'avais les images de cette tour là, et je pense que ça a quand même pas mal influencé mes images, aussi sketchy soient-elles, dans la perception des couleurs un peu vibrantes comme ça. Sur ce projet-là, qu'est-ce que vous avez appris que vous n'aviez pas expérimenté avant? C'est-à-dire que on est sur un format qui est très différent de Echoes, puisque là on est sur un jeu PC. En plus, vous avez dit que c'était vraiment le jeu qui avait eu un beau démarrage. On a parlé du fait d'avoir des streams dans différentes langues. Qu'est-ce qui, dans ce projet-là, dans cet aboutissement-là, vous a servi en fait pour les jeux suivants, d'après vous? Moi, j'ai un premier truc qui me vient immédiatement, c'est le système donc les symboles en haut de l'écran là, qui marque comme en fait, ça marque comme un test psycho tu sais, dans la magazine. En fait, tu vas faire une série de choix et chaque réponse va correspondre à un symbole. Et à la fin, tu auras ta personnalité en fonction de tes symboles, d'accord? Donc là, sauf que c'est la personnalité du personnage principal qui est impactée. Comme c'est la narratrice, ça va changer l'histoire. Et on cache le symbole que tu vas avoir en fonction de ta réponse. Donc du coup, tu vas faire ton choix par rapport au texte. Ça va te donner un symbole, et en fait, même si le choix n'a pas d'impact local très très fort, ça va te donner un impact sur le long terme parce que ça va augmenter cette variable, et à la fin, ça va faire des fins très différentes, sans avoir des combinatoires qui explosent. Et ça, c'est un truc qu'on a gardé parce que ça permet d'avoir un impact sur tous les choix, en fait. Alors qui est pondéré, parce que des choix qui sont plus impactants que d'autres, qui vont vraiment te mettre dans une dynamique particulièrement forte, quoi. Ça va être dur de revenir en arrière, on va dire. Donc ça permet d'avoir que tous les choix ont un impact sans avoir forcément beaucoup de combinaisons différentes à chaque choix. Et quand même d'avoir des fins très différentes. Enfin des fins, même en milieu de partie, il y a déjà, en général au milieu de partie, il y a déjà 2 grands embranchements qui se dessinent très nettement, avec plusieurs petites variantes à l'intérieur, et après on va avoir... Bon là selon Jail, c'était combien on avait Il y a ça, il y a Daphné, il y a 4 variantes de Daphné principales où à la fin de l'histoire, elle est très différente. On avait eu 2 streamers qui l'avaient fait quand on est sorti la version Switch, de leur côté, chacun sur leur stream. Et à un moment donné, il y en a une qui allait dans le chat de l'autre et qui fait « Mais attends, est-ce que tu joues au même jeu ?» Parce que la mienne, elle n'a pas du tout la même gueule. La tienne, elle est complètement goth, avec les cheveux noirs. Elle n'avait pas du tout la même. Et elle était super surprise quoi, de voir que tu pouvais partir dans une direction complètement différente. Quoi. En gros, là, tu personnalises pas ton personnage au début de la partie. C'est tes choix qui vont personnaliser l'apparence de ton personnage. Quoi. En termes de gestion de projet, est-ce que justement, vu que là vous avez acquis beaucoup d'expérience, mine de rien, est-ce qu'il y a des choses que vous avez fait plus facilement par rapport à vos premiers projets, même en partant d'Icos, quoi? Est-ce qu'il y a des choses où vraiment vous sentez que vous avez acquis un savoir-faire dans de la narration interactive? sur les... tu compléteras, je pense, mais sur les projets où
c'est moi le lead, ça se sent pas trop parce que j'ai tendance à vouloir toujours chercher un nouveau truc en fait. Et du coup, je casse tout ce qu'on a déjà en place. Donc en fait, on est obligé de tout réinventer ou de tout tirer. Voilà. Donc j'ai tendance à mettre ça en l'air alors qu'on pourrait se reposer effectivement sur des trucs qu'on a déjà testé, éprouvé, qu'on a acquis. Donc ouais, non, pas trop. Sur un Noblines, on était un peu en danger tout le temps, quoi. Par exemple, le système de multibulles, tu vois, le fait d'avoir plusieurs bulles à l'écran. Ça, c'est... on n'avait pas avant, et j'ai dit, oh, il nous faut ça. Et... Non, ça date de Cross the Grooves, ça. Cross the Grooves, c'est le multibulle. Le multibulles, c'était Cross the Grooves, ouais. Je me souvenais plus. Ouais. Ouais, mais voilà, il faut un truc compliqué à gérer, quoi. Ouais. Je pense qu'on a rajouté un truc sur les bulles. On a rajouté un truc sur les bulles dans Offline, ouais. Alors, pour information, les bulles, c'est moi qui les place toutes une par une à la main. Oui, voilà. D'où le fait qu'il y en ait plusieurs, toi, ça te rend pas forcément service sur le moment, quoi. Ouais, parce qu'il y a des trucs qu'il faut prendre en compte dans quel sens elles peuvent s'agrandir en fonction, parce qu'en fonction de la langue, elles peuvent être de différentes. Il y a 2 tailles de bulles possibles sur l'écran. On voit les écrans 16/10 et 16/9. Il faut pas que ça passe sur un truc important. Donc, bon, avec le temps maintenant, j'ai les techniques, donc je commence à le faire assez facilement, mais c'était sur Sear's Isle. Il y a 9000 bulles parce qu'il y avait que des bulles. Tout le jeu, c'était que des bulles. Sur Cross the Grooves aussi. Et ça m'a pris un temps vraiment considérable pour arriver à tout caler, quoi. À tout caler. Ça va, c'est pas désagréable, quoi. Enfin, comme travail, c'est pas le pire, quoi. Mais du coup, la question que je voulais poser, c'est vis-à-vis du coût du projet, puisque comme vous l'avez laissé entendre, il y a un côté, on est sur un jeu qui a été à petit budget, donc il a fallu faire beaucoup de concessions. Pourtant, en termes de nombre de fins, tu en as évoqué 6, avec 4 vraies orientations du coup différentes pour le personnage principal. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes posé la question de la scale, de l'échelle du projet en vous disant tiens, on va commencer par 2 fins différentes et en fait, le projet vous a amené sur les 6, ou est-ce que dès le départ, vous vous êtes dit à moins de 4-5 fins différentes, ça sert à rien? Non, c'est pas comme ça qu'on conçoit les projets du tout, quoi. Dès le départ, on savait qu'on avait ce système de variables qui est inhérent vraiment à la narration et on savait qu'il y aurait 4 variantes de Daphné. Ça, c'était un truc qui était prévu dès le départ et qui était lié vraiment au système de choix, parce que tous les choix, en fait, la plupart des choix, il y en a très très peu qui dépendent pas de ça. Donc ça, on l'avait dès le départ. Après, les fins différentes, c'est... Je suis pas très bon pour faire de l'outline, en fait, sur les projets. J'ai tendance à être plus du côté Stephen King et George Martin que du côté Sanderson. C'est-à-dire que moi, j'ai une idée globale de là où je vais. C'est vraiment en écrivant, en rentrant en granularité dans la narration que les choses se précisent et que ça se consolide. Je pense que c'est un peu inhérent aussi au fait d'avoir un peu qu'un embranchement où c'est très très dur d'arriver à avoir une outline globale, précise et inchangeable au départ. Enfin, il y a des gens qui y arrivent, mais moi, je sais pas tellement travailler comme ça. Donc du coup, les 6 fins, on n'a pas prévu un nombre de fins particulier au départ. Il se trouve qu'à la fin, on se retrouvait sur des situations, 6 situations différentes et 6 états du monde global différents qui donnent ces 6 fins-là, quoi. Ce sont les déroulements logiques de l'histoire, en fait. Comme nous en avons parlé dans une autre interview, Novavox vient de sortir l'annonce pour After the Wayne qui sortira en fin 2026. Si vous allez chercher Novavox, vous allez nécessairement les trouver en termes de site internet, mais aussi en termes de liste de jeux. Si vous allez les chercher par exemple sur Steam, vous avez régulièrement des soldes si jamais ça vous intéresse de pouvoir tester tout ça. En attendant, je vous souhaite une superbe fin de journée et à très bientôt.